Ok, donc je vais reprendre parce que contrôle qualité, j'étais en train de regarder, puis les gens vont se dire, ouais, mais attends, t'es gentil avec ton azote liquide, saltimbanque, et puis ton chalumeau, tu crois que tu vas pouvoir faire ça? Non, bien sûr, en fait. Tout dépend de quelle technique tu utilises, mais tu as de la termite, termite militaire, hein, qui est utilisée en démolition contrôlée. Et je peux t'assurer que là, ton cadenas, il va pas tenir longtemps. D'accord? On l'a vu. Enfin, après, quelle technique tu utilises? Tu fais du do it yourself, tu fais tout toi-même, d'accord? Et ouais, en effet, tu peux bricoler des petits trucs, hein, mais quelle technicité tu utilises, encore une fois, entre une 0D, une ND et un gars comme moi qui va utiliser des scripts sur Internet, il y a tout un niveau de technique qui est différent, d'accord? Et de compétences, hein, surtout quand on parle de saltimbanque. Donc, encore une fois, des choses ne marcheront pas, certes, mais c'est juste des exemples. Tu vois, si je te dis que le hacking, c'est pierre, feuille, ciseaux, caillou, tu vas rigoler. Tu vas me dire, ah ouais, mais attends, tous les gamins ça joue à ça. C'est vrai que le hacking, c'est plus compliqué. Mais c'est encore une fois principe de mesure contre mesure, parade contre parade, hein. Le hacking, c'est quoi? C'est trouver des solutions innovantes pour résoudre des problèmes, ni plus ni moins. On va en revenir au RFID, hein, vite fait. Je développerai plus tard. Donc voilà, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on appelle un NIC, hein, une carte réseau qui va me permettre de faire du SDR, du Software Defined Radio. Donc utiliser les ondes radio, on s'en sert tous les jours à distance. Tu ouvres ta voiture avec des ondes radio, tu vas ouvrir ton garage avec des ondes radio, d'accord? Tu vas contrôler ta domotique à la maison avec des ondes radio, etc., etc., etc. On contrôle, hein, beaucoup de choses avec des ondes radio, hein, des avions et des drones. On communique avec des satellites. C'est une petite partie, hein, la radiofréquence, c'est une petite partie du spectre électromagnétique. C'est un mets de choix pour les attaquants s'ils veulent rentrer dans une usine, d'accord? S'ils veulent rentrer sur une infrastructure. Pourquoi? Bah parce que on se sert tous les jours du RFID, hein, et d'autres technologies dérivées d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que le RFID, mais ça consomme peu d'énergie et on en trouve partout, hein, et c'est un mets de choix. Pourquoi? Parce que dans les systèmes de protection, hein, d'accès, les portes, hein, le meilleur exemple, c'est quoi? Bah, c'est quand tu vas dans les hôtels maintenant, t'as quoi? T'as une carte, hein, magnétique. Il peut y avoir du RFID, d'accord? Grâce à cette carte, tu peux débloquer la porte, d'accord? Ou tu badges tous les matins pour aller au boulot, d'accord? Bah ça, c'est du RFID. Le problème, c'est que en fonction de l'implémentation du RFID, en fonction des puces qu'utilise le RFID, bah il y a des portes dérobées, il y a des attaques qu'on peut faire, hein. Donc on les regroupe à des fins de simplification, des attaques dites de l'homme du milieu. On va intercepter ton signal et on va faire ce qu'on appelle une replay attaque. On va rejouer l'attaque. Littéralement, j'intercepte le signal électromagnétique et je le rejoue. Typiquement, c'est comme ça qu'on piratait les voitures il y a 20 ans, 10, 15 ans, hein, on peut ouvrir, notamment les voitures. Maintenant, les key fobs, les clés que vous avez, on a implémenté des algorithmes de rotation des clés, d'accord? Avant, on avait une seule clé qui était codée en dur et parfois, chez certains constructeurs, on retrouvait les mêmes clés, hein. C'est-à-dire que toi, tu pouvais déverrouiller peut-être la voiture d'un gars à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, sans le savoir, d'accord? Après, ça a évolué. Je vous rassure, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire ce type d'attaque. Tout va dépendre le matériel. On va cloner. Typiquement, on clonera des badges, hein. Je vais passer à côté de toi et je vais essayer de cloner. Donc il faut que je sois très proche, hein, à 30 centimètres de toi, mais je vais pouvoir cloner ton badge, d'accord, avec le matos adéquat. Et après, bah, si c'est des pins, donc des codes digitaux, on peut essayer de faire du brute forcing. D'accord? Pareil, le système qui protège, on peut essayer de le brute force, puisque si on interagit avec des signaux électromagnétiques, l'appareil va nous répondre. D'accord? Et s'il nous répond, bah, on peut commencer à jouer avec lui. Alors, l'attaque de l'homme du milieu, hein, vous en avez entendu parler dans le réseau, forcément, hein. C'est quand un attaquant intercepte, copie des informations sensibles entre la victime et lui renvoie une certaine forme de ces informations. Généralement, ça sera un ordinateur, d'accord? Mais je vous ai dit, l'homme du milieu sur des systèmes RFID, on va utiliser un équipement qui va nous permettre de capturer et de décoder le signal émis par radiofréquence, d'accord? Donc on a quoi? On a typiquement une carte
de la victime et on a un lecteur de cartes, d'accord? On va pouvoir dupliquer, cloner. On peut cloner des SIM, des cartes SIM, on peut cloner des cartes bleues, on peut cloner n'importe quoi en fait, hein. Il suffit d'avoir la technique, les compétences. Le but, c'est de décoder l'information, transmettre ensuite, et on va faire ce principe de replay attack. On va rejouer le code jusqu'à qu'on trouve la bonne solution, force brute, ou c'est exactement le bon bout de code qui va être envoyé par radiofréquence et ça va nous permettre d'accéder au building. D'accord? Désactiver une caméra de surveillance. D'accord? La perturber, faire du déni de service. Bref, il y a plein de possibilités. Donc très souvent, en plus, l'équipement, parfois, bah, il n'est pas connecté au réseau électrique. Il est connecté à un réseau électrique et c'est quoi? C'est une batterie. Donc pareil, hein, comme, quand on fait des doublettes, hein, on installe, vous le savez, les pirates le font, des cloneurs de cartes, typiquement, les gars démontent les DAB et ils vont faire, vous allez pas vous en rendre compte, vous allez insérer votre carte bleue, elle va être enregistrée et il y a une petite caméra également qui va regarder le code, que vous tapez, d'accord? Donc technique, hein, utilisée encore une fois, on peut trafiquer des DAB, des distributeurs de billets automatiques. On peut également installer, directement dans les portillons, un système, hein, qui va permettre de cloner, c'est-à-dire que les employés vont passer, cloner là-dedans et on va récupérer les informations. D'accord? Donc encore une fois, là, on commence à trafiquer le matériel qui est déjà présent. Ça demande quand même de sacrées compétences puisque, bah, il faudra contourner les gardes de surveillance et tout ça. D'accord? Mais c'est toujours possible. On peut bugger le matériel. D'accord? Un matériel que tu utilises tous les jours, eh ben, on peut installer une porte dérobée. D'accord? C'est un système d'algorithme de chiffrement, ben, on va déchiffrer tes données. Si c'est un système qui permet de badger, ben, on va cloner ton badge et tu t'en rendras même pas compte. Donc encore une fois, on peut le faire à distance, d'accord? Le but, c'est de récupérer tous les signaux, on va les stocker et puis après, on va pouvoir, grâce à ça, pouvoir accéder ou cloner le badge. Donc un autre type d'attaque de l'homme du milieu, c'est, bah, je te le disais, bugger, c'est installer tout simplement une petite puce, qui fera le boulot. Ça peut être n'importe où, un petit contrôleur, un lecteur de cartes, qui va permettre de valider, hein. Le badge, je peux le faire à distance ou je peux le faire très proche de toi. Le but, c'est de connecter, on va utiliser, des ESP. On a du petit matos, des Arduino et tout ça, on va les modifier et le but, c'est de récupérer tout ça. C'est techniquement ce qu'il y a, je vous le disais, hein, pour récupérer des cartes valides. D'accord? Donc on va utiliser, ce qu'on appelle un ESP key et ça permet de communiquer. On peut brancher des câbles, on peut gérer, hein, tout ça via des contrôleurs. C'est du matériel qui est pas cher, que tu peux acheter un peu partout sur internet et qui est très utilisé pour faire des projets quand on apprend la petite bidouille, en électronique, et malheureusement après c'est détourné par des attaquants pour faire ce type d'attaque, d'accord? Donc voilà, plein de petites pièces qui vont être récupérées, qui vont permettre, bah, de faire du RFID, du SDR. Le SDR est extrêmement puissant puisque ça gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas que le RFID, je vous le disais, mais je développerai, d'accord? Pareil, par la suite. Donc encore une fois, tout va dépendre du système RFID, au niveau du contrôle d'accès qu'utilise l'entreprise. Heureusement, il y a des systèmes, anti-tamper, anti-bidouillage, d'accord? Qui vont, bah, s'assurer qu'on ne va pas venir greffer un autre circuit électrique, électronique, sur le matériel déjà préexistant, d'accord? Si jamais tu commences à ouvrir le matériel, il y a des puces qui vont cramer, d'accord? C'est un système de protection, en fait et dès que tu essayes d'ouvrir le matériel, en fait, il s'autodétruit, d'accord? Comme ça, on est sûr que tu peux pas bugger le matériel, d'accord? Donc voilà, c'est des choses simples, petit exemple pendant la guerre froide, comment on protégeait les communications, les câbles téléphoniques. On les mettait sous pression et bah, si jamais, bah, tu essayais de mettre des petites pinces crocodiles pour faire une attaque de l'homme du milieu et sniffer mes communications, à Berlin, par exemple, pendant la guerre froide, et ben, je savais que vu qu'il y avait un système pneumatique, dès que je perdais de la pression, je savais que
bah, entre toi et mon interlocuteur, il y avait Toto qui était en train de trafiquer, installer des pinces crocodiles pour écouter les communications. D'accord? Donc, système simple, hein, et sers-toi des fois certains systèmes très complexes, d'accord? Des kill switch, comme on les appelle, mais pas que. Hein, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, hein, il faut mettre ce type de système parce que bah, justement, il faut tester et ça passe aussi au niveau de la défense, retester vos systèmes pour s'assurer que dans une entreprise, ils sont fonctionnels et ils n'ont pas été bidouillés. Hein, parce que il peut se passer des années et il peut se passer aussi des choses. Donc il faut bien entretenir tous ces matériels qui permettent le contrôle d'accès, d'accord, physique. Alors une autre option, c'est aussi, bah, les caméras de surveillance, d'accord? Généralement, tout est géré par là. Il faut faire le nécessaire et puis garder l'œil, hein, sur les lecteurs RFID, d'accord? Puisque on a bien compris qu'on peut les trafiquer. Donc ça sera extrêmement sensible, d'accord? Vous avez, capture de mouvement, d'accord? Il y a des caméras qui sont capables de s'activer, de se désactiver en fonction des mouvements, d'accord? En fait, elles vont filmer que quand il y a du mouvement, d'accord? Pareil, c'est pas infaillible. On peut tromper ces capteurs, infrarouges et autres, d'accord? Donc mais c'est quand même beaucoup plus efficace, d'accord? C'est-à-dire que si jamais quelqu'un essaye de bidouiller ton équipement, bah, la caméra se met en branle et dès qu'il y a une activité suspecte, ça permettra à tes agents de sécurité de comprendre qu'il s'est passé des choses bizarres. Alors le clonage, je vous disais, donc techniquement, on va faire une copie conforme, tout simplement, d'accord? Sans que la cible en soit conscient, hein. Voilà, ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je rappellerai qu'avec 300 balles, sur internet, tu peux aller dans le métro parisien et récupérer, bah, tous les paiements sans contact de ta carte bleue et on va extraire des données financières te concernant, d'accord? Alors ça sera qu'une première partie de l'attaque, mais c'est extrêmement sensible et aujourd'hui, vous avez des puces NFC, vous avez des puces RFID partout, 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 d'accord? Donc en fait, on va faire de l'intelligence des signaux et on va récupérer tout ça. On peut vous suivre à la trace grâce à ça. Je vous avais expliqué que dans les magasins, juste on va voir un petit peu comment vous déambulez dans les supermarchés parce que vous avez généralement une carte de fidélité qui est dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille, dans votre sac à main et il y a une puce, hein, RFID, NFC qui va vous suivre. Je vous ai dit qu'on en met même dans les vêtements. Donc posez-vous des questions légitimes en tant que citoyen, ce que ça représente au niveau de la surveillance de masse, mais ça, c'est d'autres problèmes qui nous intéressent pas aujourd'hui. D'accord? Donc, encore une fois, technologie dérivée. À la passe, le RFID, vous savez pourquoi, quand est-ce que ça a été fait? Je pense que vous connaissez pas cette histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Et je terminerai là-dessus sur le cloning et sur le brute force. Le RFID, c'est parce qu'il y avait des avions pendant la Seconde Guerre mondiale qui allait bombarder l'Allemagne et malheureusement de nuit, quand il y avait pas beaucoup de visibilité, les avions parfois rentraient en collision, hein, les fameux bombardiers B-22, B-23, B-24, B-25, B-26 et cetera et cetera. D'accord? Du coup, les Américains se sont dit: «Putain, comment on pourrait éviter les collisions en vol entre les bombardiers?» puisqu'ils volent en formation, hein, le but c'est d'être le plus compact possible et puis après, au dernier moment, ils se séparent et ils vont, bon, pilonner le carpet bombing, hein, comme on dit dans le jargon. On va faire du bombardement en tapis. Et du coup, ils ont inventé la RFID. Et la RFID, ça date de 19 fin des années 30, début 40. Et grâce à la RFID, en fait, bah, ils pouvaient repérer les avions, hein, aux alentours. Et maintenant, des systèmes de proximité, vous en avez partout, dans vos avions de ligne, dans les chasseurs, hein. Et encore une fois, technologie du monde militaire qui est aujourd'hui omniprésente dans nos vies. Mais bon, ça je vous l'ai expliqué, hein. Si ça fait un moment que vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous le savez. Donc encore une fois, économie d'échelle, hein, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher et ça devient de plus en plus accessible. Donc le risque s'accroît, d'accord? Si au début Toto devait dépenser 10 000 $ pour faire cette attaque, tu sais qu'il va pas y en avoir beaucoup. Si maintenant Toto avec 200 € peut faire ce type d'attaque, il va y en avoir beaucoup plus, d'accord? Donc c'est pas le même modèle,
de risque et le même modèle de menace. Ça évolue au fil du temps et au fur et à mesure que la technologie, avec les économies d'échelle, devient de moins en moins chère et de plus en plus accessible, des attaques de plus en plus sophistiquées seront monnaie courante, hein, il faut bien le comprendre. Et encore une fois, si tu connais pas, on en revient à Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable. De la magie, d'accord? Donc je vais récupérer tes informations, je peux être à quelques pieds, quelques centimètres, quelques mètres parfois, hein, si on a du bon matos, une bonne antenne et des répéteurs. Voilà, et ça permet de copier la donnée sur une carte vide, hein, et on va dupliquer les données. D'accord? C'est comme ça qu'on peut cloner n'importe quoi. Je vous le disais. D'accord? On peut cloner ta carte SIM, on peut cloner ta carte bleue, on peut cloner plein de choses. D'accord? Après, il y a d'autres systèmes de protection. Mais les bandes magnétiques, c'est très facile de les copier. D'accord? Certains systèmes RFID, c'est très facile de les copier. Donc encore une fois, c'est pas pour vous donner des idées et faire des conneries, c'est juste vous, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, je sais pas ce que vous faites dans la vie, vous devez être sensibilisé à ces problématiques, d'accord? Puisqu'on va avoir les criminels qui vont utiliser de plus en plus ce type de technique. Il n'y a pas que les red teamers. En fonction du matos, il y aura plus ou moins de possibilités offertes par le matériel, hein, et puis là, on rentre dans l'intelligence des signaux. C'est aussi, encore une fois, celui qui a la plus grosse puissance, hein, à la fois de calcul et en termes d'émission, hein, puisqu'on va pouvoir brouiller et plus on peut émettre et récupérer via des antennes, plus on pourra faire ça à distance, d'accord? Et parfois de très très loin, d'accord? Tout va dépendre, mais rentrer dans des parkings, hein, déverrouiller des voitures, on l'a vu, les Tesla qui se sont fait pirater et plein d'autres modèles, d'accord? Et des failles qui sont encore présentes dans votre voiture, hein, et n'importe qui peut la pirater en fait. Donc voilà, c'est pas que des badges, d'accord? Et on le voit, il y a de plus en plus d'attaques. Dernièrement, c'est quoi? C'est modifier le CU et les gars passent par le réservoir, d'essence, d'accord? Et ils peuvent, désactiver, certaines, vérifications qui sont faites pour pouvoir démarrer les véhicules, d'accord? Dernièrement, c'est des Honda qui se sont fait toper comme ça et on est entre la petite bidouille, électrique, modification de l'ECU et derrière, le CAN bus, hein, qui permet de faire communiquer pas mal de choses dans ta voiture. Si tu arrives à pirater le CAN bus, tu arrives à contrôler la voiture soit à distance, soit physiquement, soit tu peux la voler, bref, tu as compris. Donc pareil, de plus en plus d'attaques malheureusement pour les forces de l'ordre qui vont, devenir, monnaie courante. D'accord? Donc là, je vous disais, hein, cloner, nous, les badges, c'est ce qui nous intéresse, hein. Généralement, ton badge peut ouvrir telle porte, mais pourra pas ouvrir les portes du premier étage parce que tu as pas le niveau d'habilitation. Donc je vais essayer de cloner, hein, des badges, d'une personne importante de l'entreprise pour pouvoir y avoir accès. D'accord? Donc parfois, hein, naturellement, il est dur de faire ce qu'on appelle du long range cloning, donc cloner à longue distance, d'accord? Donc, il y a toujours des techniques, hein, parler aux gens pendant qu'ils vous parlent, vous avez des photos, d'eux, vous voyez un petit peu comment il est le badge, hein, vous essayez d'identifier le matériel et vous pouvez cacher des caméras de surveillance, dans votre cravate, dans votre chemise, sur des lunettes, hein, là, on rentre presque dans le monde de l'espionnage. Le but, c'est d'utiliser tout le temps une caméra pour faire de la reconnaissance. C'est ce que font les professionnels en red teaming, en pentest. Ils se baladent, ils jouent les touristes et ils vont faire de la reco, hein, voir un petit peu caméra de surveillance, système de protection, système anti-intrusion, garde de sécurité, voir les process, voir les badges, hein, et puis voilà. Et puis très souvent, il y a la pause clope, devant l'entreprise et voilà, hein, tous les salariés qui fument. Donc tu peux discuter avec eux, tu vois? Tu le facteur, tu discutes, tranquille. Donc, identification, comprendre la techno, quel type de carte, hein, et des fois, on va camoufler ça, hein, dans des objets courants du quotidien, d'accord? Et, et voilà. Tu vas demander, tu vas discuter aux gens, tu vas t'approcher d'eux, et comme c'est un outil du quotidien, hein, ils se poseront pas trop de questions. Parfois, un simple papier craft, hein, qui est
hein, un peu froissé, tu dis: «Bah, j'ai des croissants», et tu bois un petit café, tu sais? Sauf que c'est pas des croissants que tu as dans ton Papy Craft, c'est du matériel, qui est en train de faire une attaque de l'homme du milieu. D'accord? Donc encore une fois, on va jouer sur les gens et malheureusement notre but, on est mandaté pour rentrer et pour utiliser toutes les techniques possibles pour parvenir à nos fins. La fin justifie tout le temps les moyens. Alors un attaquant, encore une fois, il va essayer de s'approcher de votre personnel, hein, de vos employés, dans des espaces publics. Hein, je t'ai dit, je vais aller te choper au restaurant, je vais aller te choper à la salle de sport, je vais te tracer, connaître tes moindres repérages, hein, où tu habites, ce que tu fais, les gens que tu côtoies. Donc ça peut prendre du temps. Hein, tout va dépendre de l'importance que tu as dans l'entreprise. Et après, on va faire du profilage, on va faire de la filature. D'accord? Filature, donc c'est pareil. Il faudrait même expliquer aux gens comment on fait une contre-filature. Mais ça, c'est pas mon domaine. Mais voilà, hein, il faudrait sensibiliser. Et je crois qu'en France, il y a personne qui fait ça. Tu peux être un gros PDG d'une boîte, tu vas partir à l'étranger, on va pas te former, t'expliquer que, ouais, il y a des services extérieurs qui vont t'approcher, qui vont essayer d'installer des portes dérobées dans ton ordinateur, dans ton téléphone, si tu le laisses à l'hôtel, d'accord? Et voilà, l'attaque des Twin Med, hein, donc les deux femmes de ménage, hein, ou le barman qui te distrait pendant qu'il y a quelqu'un qui va essayer de récupérer ou de scanner ou d'utiliser des techniques, hein, si c'est des 0D, pour pirater à distance ou physiquement ton matériel, d'accord? Parce que tu as un VRP et tu es loin de chez toi et voilà, tu vas boire un coup, tu es un petit peu distrait et il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Hein, et les services compétents, généralement, ils savent ce qu'ils font. Et toi, tout seul dans un pays étranger, face à des agences de renseignement, bah, tu peux rien faire. D'accord? On l'a vu maintes et maintes fois. Je vous ai raconté plein de petites histoires, hein. Je vous ai parlé du papa de Mimi Katz, qui était parti en Russie. Donc voilà, hein, encore une fois, faut se méfier, il y a pas de protection miracle. Le but, c'est de bien former le personnel. Faites attention, encore une fois, ne laissez pas traîner, hein, vos badges, vos trucs dans la voiture ou ailleurs, sur le bureau, hein, puisque techniquement, pareil, utilisé, dès qu'il y a un badge qui traîne, le red teamer, il va le prendre, il va voler le badge de l'employé. L'employé va être comme un con, il va chercher son badge et ça vous laisse parfois 10-15 minutes, hein, pour rentrer dans la salle serveur si jamais l'employé a un accès. D'accord? Donc voilà. Et puis je vous redirige tout le temps vers les meilleurs épisodes de Darknet Diaries où le gars raconte qu'il se fait recruter par la boîte et il la pentest de l'intérieur. D'accord? Il se fait passer pour un dev en journée ou je sais plus, ingénieur réseau. Et il te montre en fait comment il arrive à manipuler ses collègues, comment il arrive à rentrer dans la salle de serveur, installer des implants et tout ça. Donc je vous ai dit, la menace de l'intérieur, on a tendance à la sous-estimer, mais c'est extrêmement efficace. Donc là, heureusement, c'était un gentil garçon, c'était un red teamer, et c'est le PDG de la boîte qui était au courant. Mais tous les autres employés n'étaient pas au courant. D'accord? Donc vous allez voir l'épisode, je sais plus lequel, c'était il y a 3-4 mois sur Darknet Diaries, et le gars te raconte ça, quoi. Et c'est un putain de red teamer, et il fait que ça. Il fait du pentest physique, et il y en a qui, pareil, ils vont au culot et qui rentrent comme dans du beurre dans des banques au Liban, par exemple. Donc le principe de brute forcing, pareil, attaque par brute force, hein, login portal, attaque par brute force, je vais essayer de générer des mots de passe en espérant pouvoir gagner l'accès. D'accord? Ton système RFID, je vais essayer également de pouvoir fournir des combinaisons aléatoires aux identifiants RFID pour pouvoir accéder au système de contrôle en espérant que un des identifiants va me donner l'accès. D'accord? Donc c'est pas souvent utilisé parce que ça prend beaucoup de temps, comme toute attaque de brute force. Et encore une fois, ça peut être parfois ça va fonctionner, parfois ça ne va pas fonctionner. Tout dépend du niveau d'information sur bah, la cible et sur ce que vous essayez d'attaquer. D'accord? Et puis très souvent, vous avez d'autres identifiants, d'accord? Qui peuvent pas être devinés facilement, d'accord? Généralement, on va conjuguer et au fil du temps, les RFID, les premières qui étaient vraiment de la merde, on va pas se mentir, maintenant deviennent de plus en plus costauds et tant mieux.
hein, c'est le principe de sécurité, c'est pas que cybersécurité, d'accord? Donc encore une fois, parfois ça fonctionnera, on va pouvoir deviner au bout de quelques guesses, hein, et des fois, bah, malheureusement, il faudra utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour essayer de récupérer, bah, des mots de passe, récupérer des codes, peut-être qui débloqueront telle ou telle porte, ou pouvoir cloner, parfaitement le badge, à avoir un accès plus haut dans l'entreprise. Ça demande différentes techniques, bah, qu'il faudra savoir conjuguer, en fait. Code, ensuite, je te dis, tu as un code PIN à 8 chiffres en plus du fait de badger, ça va être très compliqué pour l'attaquant, hein, de tout tester et imaginons qu'au bout de 3 essais infructueux, ton badge se désactive ou qu'il y ait d'autres systèmes redondants, hein, qui vont, justement protéger l'infrastructure, l'accès, la porte que tu veux ouvrir, d'accord? Le bureau que tu veux ouvrir, tout ça, ça va être compliqué. Mais on a des outils, hein. Là, vous avez, donc c'est du custom mode, mais on va détourner des Arduino, on va détourner, des solutions, hein. On va installer des batteries et on peut utiliser ensuite de la CX, des FPGA, donc des puces reprogrammables, hein, et on va créer une machine de brute force, d'accord? Pour cloner, pour attaquer. Le meilleur exemple, c'est le Flipper Zero, hein. On a vu, toutes les dingueries qu'on peut faire et ça a été banni au Brésil, hein, parce qu'on commençait à voler trop de voitures avec. D'accord? Ensuite, les attaques par bas du USB, hein, je pense que vous connaissez, vous savez que l'USB est complètement pété, vous savez qu'on s'en sert partout et typiquement, bah, ta clé USB, elle a ce qu'on appelle un microcontrôleur. Généralement, on a des Intel 8051 qui peuvent être reprogrammés et on va injecter une porte dérobée ou des virus directement dans le firmware de la clé USB et dès que tu la branches, eh ben, ça va devenir une bad USB. OK? Ça va lancer une attaque et comme ça passe par les drivers qu'on appelle interface homme-machine, HDM, hein, Human Device Machine Interface, enfin je sais plus, je crois que c'est, hein, le HID, le fameux HID qui est complètement pété, l'appareil d'interface humaine, hein. Donc on a des mini drivers, hein, qui sont présents et les pilotes, bah, ils sont en mode noyau et ça permet d'attaquer n'importe quoi. Vos macOS, votre Windows, votre Linux, d'accord? Puisque le HID, on lui fait confiance et généralement votre antivirus, bah, ne va pas se douter, que c'est quoi? C'est pas une clé USB. Pour lui, en fait, comme on a reflashé le firmware, on va se faire passer pour une souris, on va se faire passer pour un clavier et ça, votre antivirus, il le scanne pas. Sauf que bah, dès qu'il s'est branché, on va lancer à la vitesse de la lumière, vu que c'est un script qui est capable de lancer des centaines, des milliers de lignes de code en quelques secondes, et ça va venir prendre le contrôle. D'accord? Mais je pense que vous connaissez tous, si vous êtes sur ma chaîne, le principe de bas du USP. D'accord? Donc on a du Malduino, on a du bas du USB avec du Wi-Fi, des câbles USB, hein, on va faire du juice jacking, comme on l'appelle. C'est-à-dire que dès que tu vas essayer de brancher ton matériel, ça peut être dans un lieu public, dans un hôtel, un aéroport, etc., ben, on va pouvoir pirater ton téléphone. D'accord? Donc, vous avez des dispositifs qui coupent le bus de communication en USB, hein, je vous conseille d'utiliser ça pour avoir juste du courant, d'accord? Et tout simplement ne branchez jamais un équipement sur une prise que vous connaissez pas, une prise USB, hein, j'entends, et utilisez tout le temps justement du matos, hein, qui va permettre de vous protéger de ce type d'attaque. Après, on a du DigiSpark, hein, et du Rubber Ducky. Donc pareil, on a des microcontrôleurs qu'on va venir militariser. On a la T-Tiny 85, hein, qui est vachement utilisée. Le DigiSpark, c'est un Malduino, hein, Arduino, Malduino, vous l'avez compris. Grosso modo, ça va nous permettre de développer. C'est un peu comme l'Arduino, le DigiSpark, et ça nous permet de l'utiliser, hein, pour faire du dev et crafter ensuite des rubber ducky pour 10 fois moins cher. D'accord? Si vous êtes très bon, je vous conseille d'aller creuser le DigiSpark. Ça vous permettra d'avoir du rubber ducky pour pas cher. D'accord? Alors, rubber ducky, pareil, je vous fais pas de description, ça utilise le HID, hein, je vous ai dit.
c'est une clé USB, mais c'est une clé USB qui va se faire passer pour ton clavier et qui va injecter dans ton système, hein, je te le disais, donc des lignes de code. Ça va voler les mots de passe, ça va injecter directement dans l'ordinateur et parfois il y a même une communication en Bluetooth ou en Wi-Fi qui va permettre d'exfiltrer les données, hein, récupérées sur l'ordinateur à distance. D'accord? Donc le but de l'USB, encore une fois, c'est qu'il est rarement détecté par l'antivirus ou le pare-feu. Pourquoi? Parce que c'est un Human Interface Device. Et depuis la nuit des temps, depuis plus de 30 ans, il y a une faille dans le HID. On leur fait un bisou. Malduino. Malduino, pareil. Arduino, mais mal méchant. D'accord? Donc, Keyboard Injection Capabilities, pareil, on va injecter. Ça utilise même technique comme un clavier et ça va taper à la vitesse d'un surhomme. D'accord? Le but, c'est de récupérer des reverse shell, changer le fond d'écran de l'utilisateur. Tout est possible, hein, en fonction de ce que vous développez. Mais vous savez, nous, pentesters, hein, les pranksters, les passionnés d'informatique, vous savez, je pense que je ne vous apprends rien, ce qui est un Malduino. Donc pareil, on va jouer là-dessus, hein, ça va être super utile. Le câble Oh My God OMG, hein, je vous l'avais déjà présenté, mais pareil, je pense que vous connaissez tout ça, Hack5. Donc c'est pareil, hein, on va utiliser des standards Lightning vers USB, c'est un câble on ne peut plus classique, mais c'est un câble qui va venir pirater ton téléphone ou qui va venir pirater ton ordinateur. D'accord? Donc on a plein de déclinaisons. On peut utiliser un Mac, on peut utiliser de l'USB, on a différents types, hein. Il y a plein de produits que vous connaissez sur Hack5, sur LabSec, LabKsec, hein, qui est un site anglais, lab401.com. Voilà, c'est là où on peut se trouver cet équipement, c'est utilisé en pentest et c'est super utile, d'accord? Parce que, encore une fois, tu ne le vois pas, mais sous le capot, il y a eu plein de modifications. Tu crois que c'est un câble USB, mais c'est plus qu'un câble USB, d'accord? L'USB Ninja, pareil, hein, exploitation de l'USB et on va pouvoir à distance via Wi-Fi injecter, hein, des séquences de code et récupérer, exfiltrer, d'accord? Donc c'est un câble USB classique, hein, transfert de données, rechargement, mais là en plus on peut le déclencher à distance avec une antenne à haut débit, longue distance, ou via un smartphone et on va lui demander d'exécuter des charges utiles préprogrammées directement dans le câble. Ok? Et ça communique. Donc c'est une version améliorée de notre Oh My God cable. D'accord? Donc pareil, on va émuler le keyboard, enfin le clavier pardon et la souris, et vous pouvez customiser tout ça et indétectable, hein, par n'importe quoi. Vision, inspection visuelle, par feu, logiciel antivirus, tu verras rien, d'accord? L'USB Ninja, c'est comme un câble, sauf que il est utilisé, d'accord? Par les gouvernements, la police, les pentesters. Donc voilà, je vous mettrai des petites vidéos, hein, j'aurai pas le droit de tout vous mettre, mais je vous mettrai un petit article de Nullbyte d'ailleurs, qui vous apprend à bidouiller un Digispark. C'est un beau projet si vous voulez faire du red teaming plus tard. Ça va vous apprendre plein de trucs. Et puis de toute façon, quand vous avez un certain niveau, n'importe quelle clé USB, je suis capable de la flasher et de réinjecter un firmware modifié par mes soins. D'accord? Donc attention, ne croyez pas que parce que vous avez un autocollant Hack5, la clé elle est malicieuse, hein. N'importe quelle clé, je peux te la transformer en une clé malicieuse. D'accord? Ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Je ne suis que saltimbanque. D'accord? On va parler un petit peu intelligence des signaux. À un petit niveau, hein, parce que moi je suis à un petit niveau. Donc voilà, Flipper Zero, hein, je suis en train de trouver, j'ai trouvé des stocks pas chers, enfin tout est relatif, mais livraison comprise, 189 €. Je récupère mon Flipper Zero dans quelques jours. Je vais tester le firmware, c'est du unconstrained. Vous savez que pour les normes, hein, surtout dans ce beau pays qu'est la France, il y a toute une plage du spectre électromagnétique que vous ne pouvez pas utiliser. C'est réservé pour les services de l'ordre, les services de notre État-nation, les militaires, tout ça, tout ça, tout ça, hein. Et si tu as un firmware débugué, tu peux utiliser des plages qui sont pas autorisées. Alors encore une fois,
hein. Tu vas le faire dans un laboratoire, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as bien compris que tu pas envie de te créer des problèmes inutilement avec la police, la gendarmerie, nos amis militaires, hein. La gendarmerie, c'est l'armée aussi, hein. On leur fait un petit coucou. D'accord? Donc voilà, c'est toi qui vois, hein, mais ça peut être intéressant. C'est vraiment un bon outil de bidouillage pour apprendre. Vous avez une carte de développement Wi-Fi à part. Vous avez une carte de développement sur tout ce qui est entrée-sortie, ce qu'on appelle du GPIO, hein, et je pense que le hacking, c'est aussi de la bidouille matérielle, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est multidisciplinaire, c'est multichamp. Et c'est intéressant aussi de faire de la bidouille en électronique, d'accord? Parce que c'est là que vous allez apprendre aussi pas mal de trucs, d'accord? Alors on peut pas être bon sur tout, il faut se focaliser, il faut s'orienter, c'est vrai, c'est vrai. Après, en fonction de ton QI, tu peux faire plusieurs choses, hein. Certaines personnes sont, hein, un petit peu, heu, en limite, au niveau de leur capacité, de leur RAM dans leur cerveau, et puis il y a des gens qui se permettent de jongler, de faire plus de choses, hein. Ça fond en fonction de ton niveau d'intelligence, hein. Donc le Flipper Zero, c'est un outil portable, c'est un multi-outil, c'est vraiment un couteau suisse, hein, que chaque geek, chaque pen tester doit avoir. Vous allez pouvoir faire du SDR, jouer avec les protocoles radio. Satellite, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Je vous conseille en fait d'utiliser le Flipper Zero vraiment pour vous faire la main. Vous allez pouvoir jouer avec l'infrarouge, avec beaucoup de choses, vraiment. Contrôler du hardware si jamais vous achetez les cartes de développement et tout ça. Mais c'est se faire la main pour ensuite utiliser des trucs plus compliqués, des trucs plus chers que t'as pas envie de casser. Alors le Flipper Zero, tu vas me dire, ouais, mais attends, t'es gentil, 189 €, c'est une somme. Je le conçois bien, d'accord. Mais si tu dois acheter un Blade RF, hein, pour aller pirater des satellites, ça te va te coûter beaucoup plus cher, hein. On est entre 600 et 900 €, on va dire 900 €, hein, avec les antennes qui vont bien, hein, pour pouvoir taper du satellite. D'accord? Là, tu commences à rentrer dans un, un autre niveau de hacking, hein. Moi, je fais pas ça, hein, mais j'ai entendu dire que c'est du bon matos. Donc, tu commences simple et tu évolues. C'est la logique en hacking. D'accord? En respectant la loi et tout ça, parce qu'on est des hackers, oh, lapsus, des acteurs étatiques, j'allais dire. Des hackers éthiques. Pardon, lapsus. Excusez-moi. Je reparlerai de toute façon de tout ce qui est spectre électromagnétique, mais on a tout ce qui est sous. Alors, tout est longueur d'onde, hein, je vous rappellerai. C'est ce qu'avait dit Einstein, c'est pas moi, d'accord? Et donc, en fonction de la longueur d'onde, ben, on va aller dans un champ ou un autre champ du spectre électromagnétique. Là, on va parler de la gamme en dessous du 1 gigahertz, hein. Donc le gigahertz, tu connais, hein, c'est une unité de valeur, hein. On s'en sert pour compter le nombre de cycles CPU à la seconde, à la minute, à l'heure, comme tu veux. Plus sérieusement, là, on parle également en gigahertz en fréquence. D'accord? Vous savez que votre Wi-Fi, par exemple, c'est du 2,4. D'accord? Le Bluetooth, vous attend 2,4. Et vous avez aussi du 5 gigahertz en Wi-Fi. Et maintenant, les dernières normes, je crois qu'on est en 6 gigahertz, si je dis pas de bêtises. On va dire que c'est vraiment, la gamme, hein, qui nous intéresse parce que donc 2,4, là, tu vas me dire: «Ah mais attends, je comprends pas là. Tu nous dis que ça, c'est en dessous». Oui, en effet, c'est en dessous. 2,4, certes, c'est le Wi-Fi, mais il y a plein d'autres choses, d'accord? Et c'est des équipements sans fil. Ça peut être ce qu'on appelle des access control systems, hein, des systèmes de contrôle physique, par exemple. Ça peut être la porte de ton garage, ça peut être des capteurs intégrés au sein d'IoT, d'Internet des objets, etc., etc., etc. D'accord? Donc, avec le flipper, en fait, ce qui est cool, et on a aussi ce qu'on appelle les remote keyless systems, hein, donc les systèmes sans clé, sans fil, à distance, que tu vas pouvoir ouvrir, tu vas pouvoir bidouiller des voitures, bidouiller un petit peu ce que tu veux, en fait, hein. Le champ est plutôt large. Donc on est en dessous. Pourquoi? Parce que, bah, il y a une antenne intégrée au sein du flipper qui fonctionne en 433 MHz. Donc tu as bien compris, je te disais en dessous du gigahertz. Donc on parle de 1000 Hz, puisque 1 gigahertz c'est 1000 Hz. Là on est à 433. D'accord? Donc on est dans la valeur médiane et c'est ce qui permet de faire fonctionner. On a une puce qu'on appelle le CC 1101 qui permet de faire fonctionner et de faire des attaques jusqu'à 50 mètres avec le flipper zéro.
D'accord? Antenne en 433 MHz intégrée et on a cette puce, hein, une sorte d'ESP. Faudrait que je vérifie. Je connais pas. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je raconte beaucoup de conneries, mais il faut que je fasse attention. C'est quoi? C'est un module sans fil. D'accord. OK, autant pour moi. Donc c'est ce qui permet l'interconnexion et puis de faire les appels. D'accord? En sans fil. C'est un module FHEMCUL, un CUL, un transceiver sans fil. On peut s'en servir pour le Arduino, pour le Raspberry Pi et ils l'ont intégré dans le Flipper Zero, hein, tu l'as bien compris. Donc ça, c'est plutôt cool parce que tu vas pouvoir t'amuser et bah, c'est capable de réceptionner jusqu'à 50 mètres. D'accord? Donc on est en TX et en RX. D'accord? Tu sais qu'en RX, c'est le receive et le TX, c'est le transmit, hein, donc je transmets ou je reçois. D'accord? Et après, en réseau, rappelle-toi, soit tu es en multi-duplex, d'accord? Full duplex ou en half duplex, d'accord? Half duplex, ça veut dire quoi? Soit j'émets ou je reçois. Mais je peux pas faire les deux. Quand je suis en full duplex, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon réseau? J'ai la capacité à la fois d'émettre et de recevoir. Upstream, downstream. D'accord? Qu'on parle d'un satellite, qu'on parle d'une carte réseau, qu'on parle de n'importe tout ce qui fonctionne, hein, d'accord? Donc ça, faut le comprendre, hein, cette logique upstream, downstream et de half ou de full duplex en réseau, d'accord? Ensuite, on a le RFID, on va pouvoir jouer un peu. Là, on est sur les plages basses, on est en 125 kHz et bah, vous savez, le RFID, hein, je ne vous le présente plus, je vous en parle tout le temps. Je vous dis que c'est omniprésent au sein de nos sociétés et ça va nous permettre de gérer les vieux points d'accès. D'accord? Alors, je parle pas de réseau, de points d'accès Wi-Fi. Je parle parfois en entreprise, certains systèmes qui vont attendre que tu badges pour rentrer dans l'entreprise. Ces systèmes, ça peut paraître fou, mais s'ils sont obsolètes, désuets, on va pouvoir lancer des attaques en 125 kHz pour, tu as bien compris, faire la nique au système de badge. D'accord? Donc c'est utilisé, hein, ça va récupérer ce qu'on appelle un N-byte ID. Hein, donc c'est une sorte d'identifiant qui est unique, ce qu'on appelle un tag ID aussi, qui est propre, hein, au système d'authentification. C'est un mécanisme qui va permettre de lire, de cloner, d'émuler n'importe quoi, n'importe quand. Le Flipper Zero est intéressant, ça va nous permettre de cloner, de faire des replay attaques sur des badges. Hein, des badges, généralement, tu sais que les employés ont des badges. Hein, je te fais pas de dessin. Donc, pareil, on a une antenne, hein, qui va fonctionner sur cette fréquence à 125 kHz et elle est dans le dessous du flipper. D'accord? On peut lire différents protocoles, ce qu'on appelle du HID-PROX card, HID, hein, HID, et du EM 4100, donc 4100. D'accord? Et ça va nous permettre de les stocker et ensuite de les émuler plus tard. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de replay attaque. Tu vas rejouer la séquence au niveau du spectre électromagnétique. Et si cette séquence est bien interprétée par le système de défense, eh ben, la porte s'ouvre. Hein, si on parle d'un portillon, par exemple, où tu badges, d'accord, dans une entrée d'une entreprise. Mais c'est aussi d'autres choses. Hein, il y a plein de choses. Hein, vous allez à l'hôtel, vous savez qu'aujourd'hui, on vous donne plus une clé. Hein, vous badgez. Il y a une bande magnétique, mais il y a aussi du NFC. Hein, il y a du RFID, etc., etc., etc. D'accord? Donc c'est des technologies qui sont bonnes à apprendre, ça va permettre d'émuler certains types de cartes, tout ne va pas fonctionner, mais pour comprendre ces technologies, je pense que le flipper, c'est essentiel. Vraiment un super POC, hein, c'est une preuve de concept, mais c'est cool et puis vous allez pouvoir échanger aussi des cartes. Donc les fameuses ID, si tu arrives à échanger les ID, tu as bien compris que tu es en train de cloner un badge ou autre chose, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, vous avez compris, vous êtes intelligent. NFC, hein? NFC, donc tout ça, hein, je vous disais, technologie utilisée dans l'armée depuis les années 40, hein, qui a évolué depuis 70, 80, 90 ans. On n'est pas encore en 2040, donc un peu moins. Autant pour moi, vous m'avez compris. Ça fait un certain moment qu'on travaille, voilà. Et donc, pareil, on était à 125 kHz. Là, le NFC, il fonctionne, lui, à 13, 56 MHz. D'accord? Donc, vous voyez, hein, mégahertz, kilohertz.
gigahertz, encore une fois, il va falloir jouer, hein, dessus. C'est toujours le module en 125 kilohertz qui va fonctionner et ça va nous permettre d'opérer en ce qu'on appelle en basse fréquence. C'est ce qu'on appelle du low frequency, du LF et du high frequency, ce qu'on appelle du HF. D'accord? Je vous ferai des cours sur l'intelligence des signaux et comment fonctionnent les radios à mon petit niveau, hein. J'ai pas fait l'armée, donc ça restera du saltimbanque, hein, ça va pas voler très haut. Si j'étais intelligent, je savais un petit peu de quoi je parlais, voilà. Mais je vous parlerai de tout ça parce que je pense que c'est intéressant et vous pourrez peut-être découvrir comme moi quand j'étais gamin. J'ai grandi dans les années 80, OK? Et il y avait les radios pirates. Les radios pirates. Radio pirates. Je crois que j'ai retenu tout ça. Du coup, j'ai une fascination pour les radios et pour les pirates. D'accord? Donc voilà, c'est des trucs super intéressants, c'est d'autres domaines, d'autres champs de compétences, mais tout ce qui est sans fil, c'est génial, hein. Comme disait mon ex: «On s'enfile sans fil». Voilà et on lui passe un coucou d'ailleurs et 125 kilohertz, donc voilà, pareil, tout ce qui est NFC, tout ce qui est équipement NFC, vous allez pouvoir lire, écrire, émuler, d'accord? De la haute fréquence ou de la basse fréquence, tout va dépendre, encore une fois, de la cible. Ensuite, je vous ai dit l'IR, hein, ce qu'on appelle l'infrared, l'infrarouge. L'infrarouge, lumière qui sort du spectre électromagnétique de la lumière visible. D'accord? Mes yeux sont incapables de voir l'infrarouge. Pourtant, on reste dans une gamme au niveau du spectre électromagnétique, mais nos yeux ne sont pas capables de voir. D'accord? Donc, je vous dis toujours, il y a une partie que tu vois et il y a une partie que tu ne vois pas. Dans un réseau, il y a une partie que tu vois, une autre partie que tu vois pas. Hein. Dans une structure pyramidale, il y a une partie que tu vois, une autre que tu ne vois pas. D'accord? C'est pareil. En fait, tu crois que tes yeux, tu crois que ce que tu vois. D'accord? Comme Saint Thomas. Mais il y a des choses qui sont invisibles. Il faut apprendre à voir les choses invisibles. Et l'invisible est bien plus fascinant. Pareil, c'est des choses qui nous dépassent. D'accord? Parce que toi, et je te le dis toujours, je te fais le parallèle, tu vois à ton échelle. Hein, tu vois en macro. Mais après, il y a du micro. Hein, il y a du micro PC, il y a de la macro en économie, macroéconomie, il y a la microéconomie aussi. Et c'est pareil, en fait, à quelle échelle? Je t'ai dit, la fourmi, elle a l'impression qu'elle est très grande. Je suis pas sûr qu'elle se rende compte, en fait, qu'il y a des êtres humains qui sont en train de les observer. Et si elle en était capable, elle se rendrait compte que ce sont des géants. Toi, être humain, t'as pas compris que tu fais partie d'un autre système qui te dépasse, à une autre échelle. Hein. La planète Terre, c'est quoi? Bah, c'est une des planètes qui est dans un système solaire. D'accord? Il y a peut-être plusieurs soleils. Il y a plusieurs, peut-être terres. En tout cas, si l'univers est infini, tu as bien compris que toi, tu as ton petit niveau de lecture. D'accord? Et au niveau quantique, microscopique et ensuite quantique, tu as bien compris que pareil, c'est des choses qui nous dépassent parce que les atomes et autre chose, en fait, se comportent totalement différemment à notre échelle. Donc c'est pareil, c'est comprendre, là on fait de la physique, mais c'est comprendre tout ça. L'infrarouge, je vous fais pas de dessin, on s'en sert dans les armes, dans les lasers, et on s'en sert aussi pour les TV. Hein. À chaque fois que tu appuies sur ta télécommande, il y a un signal infrarouge qui part et qui permet d'allumer ta télé, d'accord? Ou de changer de chaîne, de monter le volume, etc., etc. Donc pareil, l'infrarouge, si tu peux jouer avec l'infrarouge, tu vas peut-être pouvoir transmettre des signaux, d'accord? Et essayer d'interagir avec l'électronique. C'est la logique. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du hardware exploration. On va explorer le matériel. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais, le Flipper Zero, c'est un outil versatile qui va permettre de faire pas mal de choses en su. Hein. On va pouvoir flasher le firmware, on va pouvoir débugger, d'accord? Faire du fuzzing, hein, des attaques de canaux auxiliaires. Bref, on va s'intéresser aux entrées-sorties sur le matériel qu'on appelle le GPIO, IO comme input, output, d'accord? Et GP comme general purpose. Vous verrez ça partout dans les microcontrôleurs. Ça peut être intéressant, c'est cool. C'est cool, moi ça me fascine en tout cas. Alors, bah, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a du code qui tourne, mais on va pouvoir faire un print debug, hein, au niveau de nos messages. Ça s'affiche directement sur le LCD et après ça peut être utilisé,
comme n'importe quelle connexion USB et le relier à un autre adaptateur. D'accord? Alors, on a en ingénierie du UART, du SPI, hein, les SPI, du I2C. Hein, on a plein de bus qui nous permettent cette interconnexion et c'est ce qu'on appelle généralement les ports de débogage. D'accord? Quand vous usinez un appareil électronique, les ingénieurs vont faire des tests, d'accord, pour s'assurer de la fiabilité du matériel. Et on utilise des ports de débogage. Et ces mêmes ports de débogage, tu peux t'en servir pour pirater le matériel. Là, on commence à rentrer dans des attaques hardware, d'accord, notamment des side channels, hein, qu'on appelle des attaques de canaux auxiliaires, qui vont nous permettre de pirater. Hein. Comment je peux pirater? Soit je m'attaque au logiciel, d'accord? Alors après, tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas que des logiciels, Saltimbanque, il y a des hyperviseurs, il y a des systèmes d'exploitation. Ouais, mais tout ça, en fait, c'est du logiciel, d'accord? Si je résume trivialement, encore une fois, vous le savez. Ensuite, par opposition, par dichotomie, tu as le matériel. Donc, soit tu attaques le hardware, soit tu attaques le software, d'accord? Soit j'attaque le logiciel, soit j'attaque le matériel. Voilà, bah, on a quasiment fini, hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'i-button, hein, le i-bouton. Grosso modo, avec un câble, on va pouvoir lire certains types de digicodes qui sont très présents aux États-Unis, notamment le DS1990A, les clés Dallas, comme on les appelle, ou le touch memory. Bref, c'est des clés de contact, hein, qui sont utilisées. Typiquement, c'est ce que tu as quand tu rentres dans ton bâtiment. Si jamais tu es locataire ou propriétaire, ça a aucune importance, mais tu as peut-être un badge qui te permet d'ouvrir la porte principale de ton bâtiment quand tu rentres chez toi. Et ben peut-être ça utilise cette technologie. Et elle est assez vieille, obsolète, et elle est utilisée un peu partout dans le monde. Donc, bah, en fait, il y a pas de principe de rejouabilité. Enfin, il y a ce principe de rejouabilité parce que les clés ne sont pas changées, hein, comme dans les key fobs de ta voiture. Tu as une rotation des clés pour que si jamais elles sont interceptées, hein, via une attaque de l'homme du milieu, tu ne puisses pas voler la voiture. Là, malheureusement, avec ces systèmes, c'est tout le temps la même clé, d'accord? Comme sur les premières voitures, d'accord? Donc tu peux facilement les pirater, en fait. D'accord? Et ça te permet de rentrer. Ça va et d'émuler, encore une fois, un contact. Tu stockes l'ID en mémoire une fois que tu as lu la clé et tu peux rejouer l'attaque et ouvrir des portes. D'accord? Donc, pareil, hein, le Flipper zéro ça sera cool parce que vous allez pouvoir jouer sur ce principe d'iButton et vous allez pouvoir intercepter bah, la ligne au niveau de sa communication. Imaginons que quelqu'un rentre dans le bâtiment, vous interceptez la communication et vous allez rejouer l'attaque et exécuter l'attaque qui va vous permettre d'ouvrir la porte. D'accord? Donc c'est toujours ça, on sniff. Une fois qu'on a sniffé les paquets, on va intercepter la communication. Ici, en termes physiques, c'est une impulsion électromagnétique. Et une fois qu'on a réceptionné ça, on va rejouer cette impulsion électromagnétique. C'est pour ça qu'on parle de replay, attaque en anglais. Voilà, je vous mettrai des exemples. Hein. Le Wi-Fi, bah pareil. Hein, je t'en ai parlé maintes et maintes fois, mais on a l'attaque des sœurs jumelles, hein, Level Twin Attack. En fait, on va créer un faux point d'accès qu'on va renommer avec le vrai nom qu'on veut usurper, généralement un AP, Access Point d'entreprise, et tous les utilisateurs qui voudraient se connecter vont se connecter non pas au point d'accès légitime de l'entreprise, mais au nôtre. D'accord? Donc pourquoi Twin? Parce que il y a une composante qui va brouiller, c'est ce qu'on appelle le jamming. On va faire du brouillage, de la guerre électronique. Et il y a une deuxième composante qui va, elle, usurper l'identité. Donc je brouille le SSID, le BSSID même plus précisément, euh, et on va essayer de rentrer. D'accord? Donc l'attaquant va permettre de compromettre la connexion. On la brouille pour qu'elle soit plus affichée par l'utilisateur, entre guillemets, et qui voit notre point d'accès au lieu de voir le point d'accès légitime. Là, on rentre complètement dans ce qu'on appelle la GE, la guerre électronique. Donc le jamming, hein, ça vous le verrez tout le temps, on l'utilise dans l'armée, on l'utilise partout, partout, partout. Le principe de brouillage, c'est perturber, hein, la communication de mon adversaire, empêcher mon adversaire de communiquer, empêcher mon adversaire de me détecter, détecter mon adversaire dans un champ plus large. Hein, le brouillage est intégré au sein de la GE, de la guerre électronique.
Alors encore une fois, on peut jouer sur les problèmes de configuration. Imagine qu'un routeur, bah, il a par défaut, un mot de passe faible ou qui va utiliser des vieux algorithmes type quoi? WPA, d'accord? On va pouvoir facilement s'introduire sur le réseau. Le brouillage, bah, c'est pareil, hein, c'est du DOS, hein, ni plus ni moins en fait, d'accord? On va ce qu'on appelle en guerre électronique, on parle de bruit, hein. Il y a du white noise, c'est le bruit ambiant au niveau des communications quand je fais une attaque de l'homme du milieu, d'accord? En termes de télécommunications. Et ce white noise, en fait, comment te dire? Tu peux te fondre dans le bruit. Je te dis toujours, essaye de te fondre dans le bruit. Mais tout ça, c'est issu de ça, en fait, de la guerre des signaux, de l'intelligence. Et comment t'expliquer? On va créer un bruit, et ce créer, et ben justement, il a pour but soit de perturber le signal originel, soit ça peut être une technique de leurre, de camouflage. D'accord? Mais là, on rentre vraiment dans la guerre électronique, et c'est pas du tout mon domaine de compétence. Ensuite, les honeypots, hein, honey, comme vous savez, les honeypots, là, c'est les honey spots, et c'est un petit peu ce principe d'attaque, hein, des villes twins, où encore une fois, on va monter une infrastructure Wi-Fi, hein, et on va essayer d'attirer les utilisateurs pour qu'ils se connectent à notre point d'accès. D'accord? Généralement, tu le fais dans une gare, tu le fais dans un hôtel, tu le fais dans un aéroport. Utilise cette technique pour sniffer toutes vos communications. Mais je suis pas sûr. Donc, unauthorized ad hoc connection attack, pareil. Donc, tout ce qui est ad hoc, c'est au niveau bah, du réseau, hein. C'est un mode de connexion non autorisé. Pourquoi? Bah, parce qu'on va utiliser un troyen. Généralement, vous avez parfois des réseaux PAN, hein, comme on les appelle euh, en réseau, qui utilisent cette connexion ad hoc. Typiquement, aujourd'hui, du ad hoc, ça serait un partage de connexion, tu vois, avec ton téléphone. D'accord? Tu prends ton ordinateur et en fait, tu vas te connecter avec ce qu'on appelle des peers, hein, des pairs. Hein, tu le sais, ce principe de pair en P2P, hein, point à point. En réseau P2P, t'es quoi? Tout est décentralisé, d'accord, au niveau de notre réseau. Et moi, toi, eux, ils vont communiquer. Hein, c'est le même principe avec le BitTorrent. Hein, je vous dis tout le temps, t'as le seeder, c'est moi qui va sortir la première fois le fichier, hein, et puis après, tu as les leechers. Tous les leechers, ils vont venir se connecter, récupérer mon archive, et une fois que l'archive a été récupérée à 100%, elle est à nouveau redistribuée. Et il y a de nouveaux seeders et de nouveaux leechers. Plus tu as de seeders en BitTorrent, plus tu peux récupérer de l'information rapidement. Plus tu as de leechers et très peu de seeders, plus ta connexion va être lente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu de gens qui ont récupéré suffisamment de fois le fichier pour que tout le monde puisse jouir d'une bande passante convenable. D'accord? C'est le principe du leech. Hein, je vous apprends rien. Je pense que il y en a beaucoup. Hein, vous connaissez le Juarez. C'est pas moi qui vais vous apprendre BitTorrent. Je pense que vous êtes né avec. Hein. Donc, les attaques, hein, WP1, WPA2 et dernièrement Dragonfly, les dernières attaques. D'accord? Donc, pourquoi je peux y arriver? Parce que on a ce qu'on appelle des clés partagées, hein, et des clés, des pre-shared, donc initialement partagées. D'accord? Donc, c'est pour ça. Hein, Aerodump, Aircrack, on a toute une suite qui s'appelle Air quelque chose, hein, Airmon NG, Aircrack NG, d'accord? Aerodump NG, etc., etc. D'accord? Donc la technique, c'est qu'il y a un principe d'authentification qu'on appelle le PSK, et euh, ça peut peut-être marcher. D'accord? Alors en brute force, attention, hein, parce que ça va prendre beaucoup de temps, même tu pourras pas trouver. D'accord? Le seul moyen, c'est de choper la pre-shared key. Là, tu as peut-être moyen de craquer du WPA, WPA2, du web. D'accord? Mais encore une fois, en fonction de l'algo, ça va prendre un certain temps de craquer. Hein. Le web, tu sais que c'est le plus facile. D'accord? On peut accélérer cette attaque de brute force d'ailleurs, mais ça sera beaucoup plus long sur du WPA 1, 2 et 3. D'accord? Alors le principe, c'est que la clé n'est pas statique.
D'accord? On va récupérer ce qu'on appelle les IVs, hein, c'est ce qu'on appelle les, comment on appelle ça? Ah putain, je parle en anglais dans ma tête même, ça devient grave. Donc c'est ce qu'on appelle, en crypto des vecteurs d'initialisation, d'accord? Et ça va nous permettre de péter le web, d'accord? En gros, j'initialise mon attaque hein, c'est le principe de beaconing, en fait, hein. Si vous êtes un petit peu habitué et vous avez attaqué du Wi-Fi, vous savez de quoi je parle. On a ce qu'on appelle des balises. Et plus je vais récupérer mes balises, plus je vais intercepter de la donnée, hein, qui va transiter sur le réseau. Et en capturant ces IV, bah, je vais pouvoir accélérer l'attaque. D'accord? Donc, encore une fois, phase de recueil d'informations, de renseignements. Et plus j'ai de beacons, plus il y a de chances que je puisse trouver la pre-shard key. À l'inverse, si j'ai pas sniffé assez longtemps le réseau, je ne pourrai pas intercepter suffisamment d'IV pour comprendre l'entroprie au niveau du signal, d'accord? Et pouvoir deviner la clé, hein, techniquement. Euh, Donc vous le savez, hein, on a tendance à pousser le handshake, hein, qui est la poignée de main entre le client et le point d'accès, et c'est grâce au handshake en fait, hein. Le client se connecte au réseau, à la paix, hein, qui lui donne accès au réseau, mais bon, après c'est encore plus compliqué. Mais grosso modo, il y a encore un principe d'échange de clés, d'accord? Et la clé, elle peut être entre 8 et 63 caractères. Donc, parfois, hein, ça rend difficile de craquer. D'accord? C'est le même principe qu'on a quand tu t'attaques à quoi? Un algo. L'algo, il peut être robuste, il peut être moins robuste. Et après, je peux utiliser du salt. Salt in bank. Hein? Je vais ajouter du sel dans la banque. Je vais ajouter quoi? Mon H. Et mon H, je peux ajouter du sel pour complexifier. D'accord? Et en ajoutant du sel, de facto, l'attaque sur ma clé devient beaucoup plus difficile en temps de calcul, hein. Et vous savez qu'on calcule en milliards d'opérations à la seconde, hein. Maintenant, si vous avez 4090, ça devient assez costaud pour faire des calculs scientifiques, du cracking, hein, et péter de l'algo. D'accord? Péter, en tout cas de la crypto, excusez-moi. D'accord? Et ça va devenir un problème, hein. Et je vous parle pas, je vous en ai parlé, des ordinateurs quantiques. Le jour où tu mets la main sur un ordinateur quantique, toute la crypto qu'on utilise est devenue caduque. Donc on bosse sur des systèmes post-quantiques. D'accord? Et on a vu que c'est bien de la merde et je me suis pris la tête avec un gars sur LinkedIn parce que encore une fois, il m'apprend la vie. Tu vois, si tu veux apprendre la vie aux gens, fais une chaîne YouTube comme ça le manque, hein, plus sérieusement. Et je lui disais, mais c'est de la merde, vos algos post-quantiques. Alors moi, je suis pas mathématicien, je suis pas cryptographe. C'est facile de critiquer, hein, ça manque. Mais tu comprends bien qu'il y a quelques hackers qui ont réussi avec un Pentium, je crois, 133 MHz de il y a 20 ans, à casser leur algo de merde. D'accord? Donc, c'est censé résister à des ordinateurs quantiques et tu arrives à le péter avec un microprocesseur de il y a 20 ans. Donc, encore une fois, on peut se poser des questions. Donc, je vous mettrai le document, hein, comme ça vous y aurez accès. Je crois que je vous l'ai mis dans la première vidéo. Les petits adaptateurs sur Kali Linux, hein, pareil, pour faire du Wi-Fi. Parce que en fonction du chipset, eh ben, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Les meilleures cartes, ça reste les alphas, hein, honnêtement. Et voilà. Et puis ensuite, on a tous les outils Wi-Fi, Coconut, Wireless, hein, vous connaissez. On a des canaux qui fonctionnent. Tu sais que tu as différents canaux à la maison. Ton routeur, tu peux changer le canal de communication. On reste sur du 2,4 GHz. Par contre, j'utilise un autre canal. D'accord? Donc pareil, on va pouvoir faire du spread spectrum, hein, c'est-à-dire on va jouer sur les différents canaux. C'est typiquement ce que fait du Bluetooth, mais là je vous en parlerai quand j'aborderai la guerre électronique. C'est en gros, on va faire du bunny hopping, hein, des sauts de lapin, littéralement. Alors dans Counter-Strike, c'est quand tu sautes pour éviter de te faire tirer dessus. En guerre électronique, le bunny hopping, c'est en fait du hop spectrum. On va faire du saut. Du saut au niveau des communications. Je t'ai dit que on peut utiliser différents canaux et en jouant sur ces canaux, si jamais il y a une attaque de l'homme du milieu, hein, qu'on sniffe mes communications, et tu sais que dans le monde militaire, on part du principe que tu espionnes.
mes communications, comme dans le monde civil, Saltimbanque part du principe que tu espionnes mes communications. Hein, coucou, on vous fait un petit bisou. Et voilà. Donc, on va jouer sur ces différents types de canaux. D'accord. Toi, en Wi-Fi, tu restes sur un canal et tu émets sur le même canal. Par contre, si ton voisin utilise le même canal Wi-Fi que toi, ça peut perturber ton Wi-Fi. Donc, il vaudrait mieux utiliser d'autres canaux que ceux qui sont utilisés simultanément autour de chez vous. D'accord. Si ton voisin utilise le canal 13, utilise le 12. Tu l'as bien compris. D'accord. Etc. etc. Donc, ça, c'est les bases. Mais je pense que je vous apprends rien, encore une fois. Ensuite, on a le pick-up. Hein, c'est la vie. C'est le format le plus classique pour capturer des informations au niveau du réseau. On va sniffer les paquets. Hein, et sniffer les paquets ne sniffer rien d'autre dans la vie. Et 2,4 GHz, d'accord. Donc 5 GHz, 2,4 GHz. Donc pareil, on va pouvoir capter tout ça, on peut récupérer les canaux de communication, d'accord. On peut Tout peut se sniffer en fait, d'accord. L'USB-C, l'USB ça peut se sniffer, le Wi-Fi ça peut se sniffer, le Bluetooth c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. On a vu des attaques et encore une fois, dans quelle gamme tu opères, d'accord. Au niveau de l'airspace, hein, puisque tout passe. Le médium c'est quoi? C'est l'air, hein, c'est du sans fil, d'accord. Donc voilà, on a des normes que vous connaissez tous. On a le 802.11 au niveau du Wi-Fi et on va émettre sur une large gamme d'ondes radio, ce qu'on appelle du SDR, Software Defined Radio, et ça nous permet de faire de l'intelligence des signaux avec Kismet, Wireshark, etc., etc. D'accord. Donc, voilà, hein, c'est les bases. Vous allez vous en servir quand vous ferez des audits. Le Wi-Fi Pineapple, ça va permettre de faire des campagnes et de faire du reporting de diodes, hein, donc de désauthentification. Sur le réseau Wi-Fi, je vous ai parlé de la norme 802.111. C'est un standard, d'accord, unifié. Et pour moins de 10 euros, tu peux commencer à bidouiller, à faire de la guerre électronique, d'accord. C'est totalement illégal, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, 802.11W, mais vous savez qu'on a eu du A, B, C, D, E, N, G, etc. par l'Alliance Wi-Fi. Hein. C'est un consortium d'ingénieurs en 2009 et voilà, elle l'implémente. D'accord. Le problème, c'est que tu peux avoir des défauts d'implémentation. Ah merde. Du coup, il y a des bugs. Du coup, je peux faire de la guerre électronique. Hein. Donc voilà, comme tout, vous savez qu'il y a des portes dérobées, il suffit de les connaître. Et on sait qui sont les gens qui font ça, encore une fois. Donc, au sein de la norme 802.11W, on a ce qu'on appelle du PMF, du Protected Management Frame. Hein, c'est le principe de trame managée, protégée, qui vont pouvoir être abusés, en fait, et on va pouvoir attaquer soit le client, soit le point d'accès grâce à ce défaut d'implémentation. D'accord. Donc voilà, on rentre dans la guerre électronique. Hein, et puis de toute façon, je vous ai dit, en guerre électronique, si tu fais du brouillage, du jamming, c'est celui qui a le signal le plus puissant qui brouille l'autre. D'accord. C'est encore une fois le principe du maître-esclave. D'accord. Qui est le maître, qui est l'esclave. Donc je vous avais montré, hein, parler du Wi-Fi Cactus, hein, qui avait défrayé les chroniques à DEFCON. D'accord. Et voilà, pareil, je vous mettrai des vidéos en lien. Hein. On va terminer sur l'exécution. Hein. Au niveau de vos pentests, c'est toujours les mêmes routines. Cependant, il faudra faire un rétex, un retour d'expérience, d'accord, qui soit intéressant, expliquer comment vous êtes rentré, comment vous avez piraté cette caméra de surveillance, comment vous avez réussi à passer devant cette caméra de surveillance, d'accord. Donc pareil, il faudra développer géographiquement, faire une phase de reconnaissance, je te dis approcher les salariés à la pause déjeuner, hein, puisque c'est là que les gens parlent, c'est là que tu peux faire beaucoup d'ingénierie sociale. Je t'avais déjà donné un exemple dans la précédente vidéo, c'est du vécu. Donc récupérer l'information à partir d'internet, on va utiliser nos techniques d'OSINT. Hein. On va également aussi de ne pas se faire flaguer. Hein. Donc on va pas faire de bêtises. Et si on doit faire les choses, certains le répétaient, vous n'avez pas le droit d'usurper l'identité de quelqu'un en France. D'accord. Mais je t'ai dit qu'à un certain haut niveau, c'est du red teaming militaire. Donc en fait, on a tous les droits, on fait ce qu'on veut. On s'en bat un petit peu les couilles de toi, petit civil. Job interview, quelle couverture j'utilise, d'accord. Building, je vais rentrer dans le bâtiment.
comment je rentre dans le bâtiment, qui j'usurpe comme identité et comment je me fais passer. Donc encore une fois, et ces gens ont raison, on est en France. En France, on a différentes lois que aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de liberté sur certaines choses, notamment pour faire des engagements en pentest physique, hein. Mais ça peut être plus dangereux. Je t'ai dit, tu peux te faire tirer dessus. Donc encore une fois, ouais, qu'est-ce qui est mieux? Je sais pas, hein. Mais encore une fois, les lois s'appliquent dans le pays dans lequel vous auditez, hein. C'est un peu plus clair et on va utiliser des techniques de phishing, hein, pour accéder également aux machines, aux gens. D'accord? Tout peut être attaqué, ça peut être le périmètre physique et ça peut être aussi à distance, vous l'avez compris, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce qui est radiofréquence. Si jamais on est dans le périmètre et qu'on arrive à capter, on peut peut-être attaquer. D'accord? Donc on va essayer de pirater les caméras, on va essayer de s'éloigner des caméras de surveillance, d'accord? J'ai pas envie d'être enregistré en train de forcer une porte, tu as bien compris. On va privilégier les zones sombres, d'accord, où il y a pas de caméra. En fait, on va détecter les défauts d'implémentation du périmètre physique. Comme tu as des défauts d'implémentation dans tes algos, dans ta logique, en termes algorithmiques, tu as également des défauts d'implémentation de ton périmètre, d'accord? Et quand tu fais ce métier, ben, on va t'apprendre en fait à repérer tout de suite les défauts. D'accord? Tu peux avoir une caméra de surveillance, mais si je peux accéder quoi au câble de la caméra de surveillance, eh ben, je peux la déconnecter. Donc tu vois, en fonction de l'implémentation, soit tu as une caméra de surveillance qui va servir à quelque chose, soit tu as une caméra de surveillance que je vais pouvoir neutraliser en quelques secondes. D'accord? Tout est question de réflexion. Et puis pareil, pensez à fouiller les poubelles, hein, comme des clochards. Et parce que voilà, c'est le boulot. Récupérer un maximum d'informations.